Il existe en France un vaste panel de structures juridiques qu'on peut utiliser pour monter un projet d'habitat participatif. On parle de sociétés civiles immobilières, de sociétés coopératives civiles de construction, de sociétés par action simplifiée, etc., etc. Et dans le panel des choix, eh bien, on a l'association Loi 1901, un type de structure qu'à peu près tout le monde connaît. Et c'est vrai que c'est une question que j'entends assez régulièrement dans cette thématique de l'habitat participatif, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette structure? Si oui, comment? Et qu'est-ce que ça a en termes d'avantages, d'inconvénients? Comment ça se passe? On va justement faire le point là-dessus dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile, je suis Juriste Danton, et on va donc pouvoir explorer ensemble cette possibilité. Donc, déjà, ce qu'il faut préciser, si on parle d'association en France, c'est va être soumis à deux textes de loi, hein, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et un décret d'application du 16 août 1901 qui précise simplement l'application de cette loi. C'est évidemment deux textes qui ont beaucoup évolué depuis leur promulgation. Aujourd'hui, il faut se référer à leur version actuelle, la version en vigueur. Euh, donc, une association, alors on précise loi 1901, parfois aussi pour la distinguer des associations loi 1905, hein, qui sont des associations spécifiques pour les cultes religieux, les associations loi 1908, qui sont des associations spécifiques aux droits de l'Alsace-Moselle, donc c'est pas ça qui nous intéressera aujourd'hui. Donc une association loi 1901 peut bien gérer des biens immobiliers, elle peut gérer n'importe quel type de biens immobiliers, on n'a pas de contraintes au niveau légal, et simplement pour qu'elle gère des biens immobiliers, qu'elle puisse en faire l'acquisition, qu'elle puisse les revendre, qu'elle puisse faire de la location, eh bien, il faut que ce soit bien prévu dans l'objet social de l'association, c'est le terme juridique qu'on emploie pour désigner le champ d'action de l'association, objet social qui doit être bien mentionné dans les statuts de l'association. C'est d'ailleurs ça le document fondateur d'une association qu'on doit établir, alors qu'il peut être modifié par la suite à la création, mais en tout cas, point fondamental, et pour que l'association dispose de ce qu'on appelle en droit la personnalité morale, c'est-à-dire grosso modo la possibilité de pouvoir faire des actes juridiques, hein, signer des contrats, faire des emprunts bancaires, etc., etc., eh bien, il faut faire une déclaration en préfecture, donc, dans laquelle on va déposer un exemplaire original des statuts signés avec quelques autres pièces complémentaires, déclaration en préfecture qui aujourd'hui peut se faire aussi bien en ligne que dans les locales de la préfecture ou par courrier, et dans tous les cas, on aura une inscription de l'association au registre national des associations, le RNA, et une publication au journal officiel qui va suivre automatiquement. Sur Onset, on peut aussi faire un courrier après au niveau de l'INSEE pour que l'association dispose d'un code APE et d'un code sirène qui est notamment nécessaire pour les formalités pour demander des subventions. Euh, Au niveau de la gouvernance, de la façon dont on s'organise dans une association, finalement, la loi ne nous prédit pas grand-chose. Elle prévoit juste qu'il est obligatoire de tenir une assemblée générale de l'ensemble des membres de temps en temps, qu'il faut au moins avoir un représentant légal, donc une personne qui est chargée de représenter l'association vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des tiers, et on peut d'ailleurs avoir plusieurs représentants légaux hein, d'une association, c'est aussi tout à fait possible. Après, les autres éléments, les autres structures, les autres organes d'une association sont complètement facultatifs et on peut complètement librement écrire leur fonctionnement si on souhaite en créer. Alors, ce qui est assez courant, c'est de créer un conseil d'administration, donc élire parmi les membres lors d'une assemblée générale les personnes qui vont être chargées d'assurer finalement l'administration hein, de l'association. C'est aussi courant de lire un conseil de surveillance, donc des membres qui sont chargés de surveiller ce que fait les organes dirigeants comme le bureau, le conseil d'administration. Puis aussi, il est aussi classique de mettre en place un bureau, c'est-à-dire d'élire parmi les membres du conseil d'administration des personnes qui sont chargées d'assurer la gestion courante au jour le jour. Et très souvent, nos associations vont avoir trouvé ces trois postes dans le bureau de président, de secrétaire et de trésorier, mais on peut tout à fait faire autrement, ce n'est absolument pas obligatoire. Et d'ailleurs, on peut tout à fait avoir plusieurs co-présidents dans une association. Bon, autre élément, c'est que la loi précise juste qu'il faut avoir une organisation démocratique, mais on n'a pas plus de précision que ça. Alors, finalement, on a beaucoup de choses possibles en termes d'écriture des statuts. On peut prévoir la règle une personne égale une voix, mais on peut prévoir aussi d'autres règles si on le souhaite, comme le fait de prévoir qu'un collège de membres a seulement une voix consultative lors des assemblées générales, ou encore qu'un autre collège de membres a plus de voix qu'un autre collège de membres. Voilà. Que lors des prises de décision d'assemblée générale, tel collège de membres, comme le collège des habitants par exemple, a 30% des voix et que le collège
les personnes qui sont donataires pour l'association, par exemple, à 70% des voix. On peut complexifier, hein, c'est tout à fait possible, en jouant sur plusieurs collèges de membres. Autre élément, c'est que on peut, dans l'écriture des statuts, prévoir différents types de décisions, et à chaque type de décision, son mode de vote. Assez couramment, on va avoir, comme ça, on va identifier des décisions cruciales, les plus importantes. On va mettre un mode de vote assez exigeant, comme l'unanimité ou une majorité des 2 tiers des voix. Et puis, prévoir qu'un autre type de prise de décision, les prises de décision courantes, où là, on a un mode de vote moins exigeant, par exemple une majorité simple des voix. Autre chose encore, c'est qu'on peut privilégier le consentement au vote, c'est-à-dire prévoir que lorsqu'une proposition est amenée, dans un cercle de prise de décision, quel qu'il soit, eh bien on privilégie la prise de décision par consentement, et si on n'arrive pas à adopter la décision par consentement, on passe par le vote, avec encore une fois une majorité à préciser, soit l'unanimité, une majorité qualifiée comme la majorité des 2 tiers, ou une majorité simple. Donc la prise de décision par consentement, alors je ne vais pas rentrer ici vraiment dans le détail du fonctionnement, mais l'idée c'est que la décision ne sera adoptée que si personne ne s'oppose à la décision en question. Ce qui est un peu différent de la prise de décision par consensus, où tout le monde est pour la décision en question. Donc en tout cas, c'est un mode de prise de décision dans l'esprit de la gouvernance horizontale, qui peut être intéressant de prévoir dans les statuts. Autre élément, c'est qu'on peut avoir une clause d'agrément dans les statuts, c'est-à-dire que si une personne souhaite adhérer à l'association, c'est pas automatique. Il faut d'abord qu'elle présente sa candidature et que ce soit validé par un organe de l'association, que ce soit le bureau, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit l'assemblée générale, et encore une fois, selon des modalités qu'on peut totalement librement écrire, tant qu'elles ne sont pas discriminatoires. D'autre part, c'est que on peut prévoir la possibilité de prévoir plusieurs collèges de membres, comme j'ai un peu expliqué, voilà, si c'est cohérent par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à l'objet de l'association. Alors, c'est assez courant d'avoir comme ça un collège des membres fondateurs, un collège des membres habitants, un collège des membres donataires d'une association. Également, si on définit des postes à responsabilité, comme le poste de secrétaire par exemple, eh bien, on peut cadrer ça aussi dans l'écriture des statuts. On prévoir qu'on est sur des mandats courts, comme des mandats d'1 an par exemple, voire prévoir qu'on a aussi, on peut être reconduit dans ses fonctions sur un nombre limité de fois, par exemple faire 2 mandats de suite maximum, et également il est possible de prévoir que les mandats sont révocables, c'est-à-dire que selon des règles encore une fois qui sont à écrire, mais voilà, par exemple le conseil d'administration ou l'assemblée générale peut décider, si quelqu'un qui exerce un poste à responsabilité n'assure pas ses responsabilités ou commet des fautes dans l'exercice de ses responsabilités, eh bien, peut le démettre de ses fonctions. Voilà, c'est aussi possible d'écrire ça dans les statuts. Alors, un autre aspect important, si on parle d'association pour de l'habitat participatif, c'est qu'on n'a pas de propriété. Il n'y a pas de notion de propriété. Une association n'est pas divisée en parts sociales comme l'est une société. Donc, on ne peut pas posséder, donc, par conséquent, de parts sociales dans une association. Et on ne peut pas répartir le patrimoine entre les membres, que ce soit durant la vie de l'association ou même à la fin de l'association. Lorsqu'on liquide une association, le patrimoine restant, une fois réglé les dettes de l'association, eh bien, on ne peut pas le partager entre les membres. Il doit être redistribué à une ou plusieurs autres organismes avec un but d'intérêt général. Donc, un membre d'une association n'a aucune forme de propriété, que ce soit vis-à-vis de l'association elle-même, et si l'association possède un bien immobilier, mais il ne possède pas non plus de propriété sur ce bien immobilier en question. Et ce qui est un peu un corollaire de ça, c'est que les membres n'ont pas de responsabilité financière. Hein, si l'association a des dettes, et bien les créanciers de l'association ne peuvent pas se retourner contre un membre ou contre des membres de l'association pour leur réclamer personnellement le règlement des dettes. Alors, au niveau de la fiscalité, eh bien, tant que l'association reste à but non lucratif, ce qu'elle est par défaut à sa création, hein, eh bien, elle est exonérée des impôts, donc exonérée sous toutes les formes d'impôts commerciaux, impôts sur la société, TVA, contribution économique territoriale, etc. Et au niveau de la comptabilité, on n'a pas d'obligation, on a juste l'obligation d'avoir une comptabilité transparente. Pas d'autres précisions dans la loi, donc la façon la plus basique dont ça peut se faire, c'est un juste simple livre-journal dans lequel
on va mettre quelles ont été les rentrées, les sorties d'argent au jour par jour. Euh, Alors, pour qu'une association soit bien à but non lucratif, il faut qu'on n'ait pas de répartition de bénéfices entre les membres, c'est une règle de base. Par ailleurs, on n'a pas la possibilité de pouvoir salarier des membres du conseil d'administration. Alors, il y a une petite dérogation lorsqu'on est sur des recettes très importantes, lorsqu'on va dépasser 200 000 euros de recettes annuelles, on va pouvoir un membre du conseil d'administration salarié. Donc, on dépasse 300 000 euros de recettes annuelles, on peut avoir deux membres du conseil d'administration salarié. Et enfin, c'est le maximum, on peut avoir trois membres du conseil d'administration salarié si on dépasse 400 000 euros de recettes annuelles. Voilà. Et puis, par ailleurs, et je ne vais pas rentrer non plus dans le détail là-dessus, mais on peut indemniser ce qui est différent du salariat. On peut indemniser les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leurs fonctions, et encore de façon très cadrée, jusqu'à maximum 3/4 du SMIC brut par mois. Voilà. Il y a tout un cadrage autour de ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais fondamentalement, on ne peut pas répartir le bénéfice donc entre les membres. Autre aspect, c'est que les activités, ça n'empêche pas les activités lucratives, des activités qui effectivement génèrent des recettes pour l'association, mais on ne doit pas dépasser, alors c'est ceux de 2021, le ceux de 2022 n'est pas encore publié à ce jour, 72 234 euros de recettes annuelles. C'est un seuil qui est actualisé chaque année par l'État. Et autre aspect, enfin, c'est que les activités lucratives, si encore une fois il y en a, doivent respecter la règle des 4 P. P pour produit, public, prix, publicité. C'est-à-dire que l'idée étant que on soit sur des produits qui sont pas ou peu disponibles sur le territoire où agit l'association, que ça se touche plutôt un public défavorisé, en difficulté, qu'on soit sur des prix en général inférieurs à ce qu'on va trouver d'habitude dans le commerce, et puis que si on utilise des moyens de publicité, que ce ne soit pas utiliser des méthodes commerciales classiques de société à but lucratif. Euh, voilà, parce que si l'association ne respecte pas l'ensemble de ces critères, eh bien elle peut être considérée par le fisc, par l'administration fiscale, comme association à but lucratif, ce qui est possible, mais auquel cas elle va être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux, et il faudra qu'elle tienne aussi une comptabilité classique de société, comme une société. Enfin, c'est donc une association bien d'intérêt général, et bien tous ces donataires, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, comme des sociétés par exemple, bénéficient d'exonération d'impôts sur le montant des dons. Ce qui est aussi un aspect important. Pour qu'une association soit d'intérêt général, c'est finalement assez simple, il faut qu'elle soit à but non lucratif, et voilà, pour se sécuriser sur le fait qu'elle est bien d'intérêt général et qu'elle peut bien accorder des exonérations d'impôts pour ses donataires, eh bien, elle peut faire une demande de rescrit, ce qu'on appelle une demande de rescrit, RES, CRIT, auprès de l'administration fiscale, pour simplement se présenter auprès de l'administration fiscale et demander à ce qu'elle soit bien reconnue par l'administration fiscale comme association donc d'intérêt général. Parce que voilà, ce qui permet de la sécuriser sur le fait qu'elle est bien, et donc que ses donataires peuvent bien bénéficier d'exonération d'impôts sur le montant de leurs dons. Alors, si on parle d'habitat participatif, se pose la question des locations. Euh, Imaginons que l'association gère comme ça un certain nombre de logements. Eh bien, elle peut, première option, les mettre à disposition, chaque logement, le mettre à disposition d'un membre de l'association. Formellement, dans le langage juridique, on parle d'une attribution en jouissance du logement, donc c'est-à-dire que dans le cadre d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale, on acte le fait que tel logement est attribué à tel adhérent, ou d'ailleurs à une personne qui n'est pas adhérente de l'association, c'est aussi possible. Et ce qui est possible lorsqu'on met ça en place, c'est de formaliser ça par ce qu'on appelle un prêt à usage, ou ce qu'on appelle également un commodat, hein, c'est la même chose. Donc c'est simplement un prêt gratuit d'une chose louée. Une chose louée, ça peut être un logement. Le prêt à usage, le commodat, c'est cadré par les articles 1875 à 1891 du Code civil. Et c'est un cadre juridique très, très souple. Hein, voilà. C'est une sécurité juridique évidente, et je peux que vivement recommander de formaliser effectivement un prêt à usage si jamais on met en place une location gratuite. Par contre, si on loue
tel logement à telle personne, qu'elle soit membre ou non de l'association d'ailleurs, mais contre le versement d'un loyer. Donc on a une somme d'argent qui est versée. Alors après, une périodicité à voir, est-ce que c'est par mois, est-ce que c'est par trimestre, par année, ça, c'est négociable, mais on a une somme d'argent, quoi qu'il en soit, qui doit être versée régulièrement. Et là, il est obligatoire de mettre en place un bail d'habitation, soit bail d'habitation pour un logement nu, s'il est loué nu, ou un bail d'habitation pour un logement loué meublé, s'il est vendu, s'il est loué meublé, avec un certain nombre de meubles qui doivent être présents. Et bien, dans tous les cas, ça doit respecter le cadre de la loi 89-462 du 6 juillet 89, qui est la loi qui cadre donc les baux d'habitation. Par contre, le montant du loyer est librement définissable par l'association. Euh, alors, à noter qu'on a deux interdictions légales qu'on doit intégrer dans notre réflexion. C'est que d'une part, il est interdit d'obliger quelqu'un, à quelque titre que ce soit, d'adhérer à une association. Donc, par exemple, une personne qui souhaite devenir locataire d'un logement géré par l'association, ben, on ne peut pas le conditionner, enfin, formellement, on ne peut pas conditionner le fait que elle devienne locataire au fait qu'elle adhère à une association. Légalement parlant, c'est interdit. Et autre point, c'est que par ailleurs, on ne peut pas empêcher la sortie d'un membre hors de l'association. Donc par exemple, quelqu'un qui est locataire d'un logement de l'association et membre, et bien à un moment donné, il décide, pour quelque raison que ce soit, de sortir de l'association, tout en restant locataire du bien, et bien on ne peut pas l'empêcher de sortir de l'association. Voilà. Dans ce cas-là, bah, simplement, il sera plus membre d'association, mais il sera encore locataire du logement, encore une fois, dans le cadre soit d'une attribution en jouissance, soit d'un bail d'habitation. Alors, au niveau financier, il faut savoir qu'on ne peut pas rembourser les dons faits à une association. Dans quelques cadres que ce soit, c'est impossible. Mais on a la possibilité de rembourser les cotisations faites par un membre lorsqu'il adhère. C'est une option. Autre option, pour un membre, et exclusivement pour des membres, il est possible à un membre de faire un apport avec droit de reprise. Alors ce n'est ni un don ni un prêt, c'est quelque chose d'autre. Ça peut être formalisé par écrit, et évidemment par sécurité juridique c'est important de le faire, hein, faire un contrat d'apport avec droit de reprise. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que un adhérent, il met à disposition quelque chose au bénéfice de l'association. Alors, ce quelque chose, ça peut être une somme d'argent, ça peut être aussi un bien matériel, comme un outil, ou ça peut être un bien immatériel, comme un brevet, par exemple. Et donc, cette chose est mise à disposition de l'association, qui va l'utiliser conformément à son objet social, selon des modalités qui sont complètement librement définissables. Ça peut être une durée indéfinie, une durée définie. Il peut y avoir la possibilité pour le membre de reprendre à tout moment le bien, c'est possible d'écrire ça. Voilà, on peut tout à fait cadrer ça de la façon que l'on souhaite. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé pour qu'un membre fasse, par exemple, un apport d'argent à la structure qui lui permet d'assurer le remboursement de l'emprunt fait pour le logement, ou pour pouvoir que l'association puisse faire face aux charges liées au logement, par exemple. Bah, ça peut servir à ça. Par contre, un point noir clairement de ce type de structure, c'est l'accès au crédit bancaire. Il est excessivement difficile, clairement. Enfin, tous les retours que j'ai pu avoir de personnes qui ont tenté de mener ce type de projet en faisant appel au crédit bancaire, dans ceux que j'ai entendus, il y a toujours eu un refus de la part des établissements de crédit, que ça soit un emprunt à titre par l'association, ou un emprunt par un membre de l'association, pour derrière pouvoir financer le projet de l'association. Dans les deux cas de figure, j'ai toujours vu qu'on avait des refus au niveau des établissements de crédit. Les établissements de crédit considèrent que ce type de structure est très peu crédible, entre autres du fait que les associés n'ont pas de responsabilité financière. Bon, voilà, donc c'est clairement un gros point noir de ce type de structure, et il faut le savoir. Alors, après certains porteurs de projets contournent ça en faisant des montages juridiques un peu complexes, où on a une association et les membres, les habitants de l'habitat participatif sont membres de l'association, et donc il n'y a pas de rapport il n'y a pas de propriété. Donc, voilà, les habitants ne sont en aucun cas propriétaires, vous l'aurez compris, de l'ensemble immobilier ou de l'association, mais ce n'est pas l'association elle-même qui possède le bien immobilier,
l'association est adhérente majoritaire d'une société civile immobilière, par exemple, qui, elle, est propriétaire de l'ensemble immobilier, et c'est une structure qui est beaucoup plus crédible vis-à-vis des établissements de crédit, et donc c'est cette SCI, par exemple, qui réussit à obtenir l'emprunt bancaire pour financer le projet. Donc, comme ça, on a un couplage entre deux structures et quelques habitats participatifs qui ont mis en place ce genre de solution. À savoir qu'on a en droit français aussi deux autres types de structures à but non lucratif qui ont voilà, pas mal de similarités avec l'association. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais je trouve que c'est intéressant simplement de vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a deux autres types de structures. La fondation déjà, donc, le régime juridique date d'une loi de 87. Mais pour l'habitat participatif, j'ai jamais vu ça mis en place, bien que ça puisse, bah, juridiquement parlant, ça puisse se mettre en place. Il existe différents types de fondations, il y a 6 types différentes. Ce qui serait adapté pour l'habitat participatif, ça serait une fondation d'utilité publique, mais il faut tout un lourd dossier à déposer pour pouvoir en créer une, et il faut avoir que ce soit une autorisation du ministère de l'Intérieur pour pouvoir créer ça. Et outre ça, il faut avoir une dotation minimum la création d'une fondation d'utilité publique de moins 1,5 million d'euros. Donc, il faut dire que la création de ce genre de choses est très lourd d'un point de vue administratif et d'un point de vue financier. C'est entre autres pour ça que je pense qu'on ne voit pas ça employé pour de l'habitat participatif. Bien qu'une fondation, je veux dire, juridiquement parlant, une fois créée, elle peut effectivement gérer un bien immobilier pour le mettre, le mettre en location dans le but de mettre en place un habitat participatif. Ça pourrait se faire. Par ailleurs, il y a le fonds de dotation donc, qui a été créé plus récemment. Son régime juridique date d'une loi donc, de 2008, qui est beaucoup plus souple comparativement à la fondation, qui a beaucoup de similarités avec la fondation. Un fonds de dotation, donc, ce qu'il va avoir de particulier, c'est qu'il va être géré par un conseil d'administration obligatoirement, et les personnes physiques qui contribuent au fonctionnement sont uniquement des membres du conseil d'administration en question. Ça va se créer par une simple déclaration en préfecture, donc à peu près comme une association. Par contre, il faut une dotation minimum, contrairement à une association où il n'y a pas de fonds de capital minimum à mettre en place à la création. Pour un fonds de dotation, il faut une dotation initiale minimum de 15 000 euros. Par ailleurs, c'est assez régulièrement contrôlé et il est obligatoire de faire appel à un commissaire aux comptes, qu'il faut rémunérer en plus, pour qui réalise régulièrement un contrôle des comptes de l'association. Bon, et par ailleurs, un fonds de dotation ne peut pas avoir de subvention publique, contrairement à une association. Donc tout un ensemble de contraintes dans le fonds de dotation qu'on n'a pas dans l'association de la 1901. Cela dit, voilà, l'avantage d'un fonds de dotation, c'est que, étant donné que c'est beaucoup plus cadré et contrôlé qu'une association classique, eh bien c'est souvent plus crédible, notamment pour pouvoir lever des fonds importants, pour lever des demandes de dons sur des sommes très importantes. Et c'est par exemple pour ça qu'on a des réseaux, par exemple le réseau Terre de Liens, eh bien, a mis en place dans le réseau un fonds de dotation précisément parce qu'il cherche à pouvoir capter du mécénat, des dons sur des sommes vraiment très conséquentes. Voilà, donc on pourrait tout à fait imaginer qu'un fonds de dotation se crée, qu'il fasse l'acquisition de biens immobiliers et qu'il les mette en location pour créer comme ça un ou des habitats participatifs. Ça pourrait tout à fait se faire, bien que ça soit encore très peu le cas en France. Dans quel cas, les habitants, ben, ils ont un rôle de locataire, avec encore une fois un cadre soit gratuit, avec éventuellement une formalisation par un prêt à usage, ou avec le versement de loyer, dans quel cas on formalise à chaque fois un bail d'habitation entre l'habitant et le fonds de dotation. Alors, sachant qu'un fonds de dotation, il peut utiliser finalement son patrimoine soit directement, comme ça, par exemple en faisant des baux, soit il a aussi la possibilité de déléguer l'usage de son patrimoine. Par exemple, il peut décider que tel ensemble immobilier, eh bien, on transmet l'usage à une association, par exemple, qui, elle, va assurer la gestion de cet ensemble immobilier. Comme ça, il peut en déléguer comme ça l'usage d'une partie ou de la totalité de son patrimoine. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé sur
voilà, les caractéristiques de l'habitat participatif en association loi 1901. Je propose une formation en ligne sur le droit de l'habitat participatif où on balaye finalement toutes les différentes structures qu'on peut utiliser, les notions juridiques importantes aussi à connaître. Voilà, parce que quand vous n'avez pas de formation en droit, c'est pas forcément évident de vous y retrouver, donc je précise beaucoup de notions de fonctionnement, beaucoup de termes là-dedans, avec aussi des exemples de statuts d'habitat participatif qui se sont montés. Et puis je reviens aussi un peu sur voilà, les enjeux de la mise en place, les étapes d'un projet d'habitat participatif, aussi l'histoire de l'habitat participatif en France. Donc c'est aujourd'hui disponible sous forme à la fois de formation disponible à la demande, hein, sur ma plateforme de formation, où on trouve la vidéo, l'enregistrement du webinaire, euh, avec tous les supports de cours téléchargeables, avec des exemples de statuts téléchargeables, et puis je propose aussi de temps en temps des éditions en direct, la prochaine étant programmée le vendredi 25 mars 2022, entre 9h et 17h. Bien sûr, je vous mets le lien vers tout ça en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus. Et je vous propose aussi des livres qui portent sur le droit des habitats alternatifs en général et entre autres sur le droit également des habitats participatifs. Là, pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura éclairé donc sur ce sujet-là. Je pense continuer à faire de temps en temps des vidéos comme ça sur la thématique du droit de l'habitat participatif. J'espère que ça aura été clair. C'est peut-être des points qui n'ont pas été clairs. Je vous invite simplement à mettre en commentaire vos questions. Si vous connaissez des projets qui se sont montés en association, bah, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo aussi quelques liens comme ça pour que vous puissiez en savoir plus sur des points comme ça que j'ai abordés aussi dans la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence vidéo.